étrangers. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Hanifa, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes, durant les 60 prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands débats. Et en fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que la grande ligne de cette édition, c'est-à-dire la performance sécuritaire ici en Égypte et à quel point cela affecte non seulement le côté politique, mais aussi le côté économique et social ici en Égypte. Et permettez-moi premièrement de vous proposer la réponse du ministère des Affaires étrangères qui a dénoncé vendredi la résolution adoptée par l'Union européenne sur les cas de violation des droits de l'homme en Égypte. Le Parlement européen a demandé jeudi aux autorités égyptiennes de coopérer avec l'Italie dans l'enquête sur l'assassinat sous la torture de l'étudiant italien Giulio Regeni, condamnant dans une résolution de disparition forcée les condamnations à mort ici en Égypte. Donc un commentaire après cela, on se retrouvera. Le ministère des Affaires étrangères égyptien a dénoncé vendredi la résolution adoptée jeudi par l'Union européenne sur les cas de violation des droits de l'homme en Égypte. Le porte-parole du ministère, le conseiller Ahmed Abouzid, a regretté une telle résolution qu'il qualifiait d'injuste et allant tout à fait à l'encontre des faits réels en Égypte. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, insérer le procès du meurtre de l'étudiant italien dans une résolution sur la situation des droits de l'homme en Égypte porte au fond des insinuations inadmissibles et anticipe les enquêtes en cours menées par les autorités égyptiennes en pleine coopération et coordination avec l'Italie. Il a martelé qu'une institution législative si grande comme le Parlement européen ne devrait nullement adopter une résolution en se basant sur des accusations non enregistrées et des rapports médiatiques infondés comme si c'était des faits réels et des preuves indéniables sur lesquelles on peut fonder les résolutions du Parlement. Il a enfin rappelé que les allégations des disparitions forcées en Égypte sont dénuées de tout fondement et que les autorités égyptiennes avaient déjà prouvé que la majorité des cas portés disparus étaient des détenus impliqués dans des procès bien déterminés et enregistrés et non pas des disparitions comme d'aucuns prétendaient. Le Parlement européen avait demandé jeudi 10 mars aux autorités égyptiennes de coopérer avec l'Italie dans l'enquête sur l'assassinat sous la torture de l'étudiant italien Giulio Regeni, condamnant dans une résolution les disparitions forcées et les condamnations à mort massives en Égypte. Dans une résolution adoptée lors d'une session plénière à Strasbourg, le Parlement appelle les autorités égyptiennes à fournir aux autorités italienne tous les documents et les informations nécessaires pour permettre une enquête conjointe, rapide, transparente et impartiale sur le cas de M. Regeni. Un total de 588 eurodéputés se sont prononcés en faveur du texte, 10 ont voté contre et 59 se sont abstenus. L'étudiant de 28 ans avait disparu mystérieusement dans le centre du Caire le 25 janvier et son cœur avait été retrouvé le 3 février, atrocement torturé dans un fossé d'une banlieue de la capitale égyptienne. Le ministre égyptien de l'Intérieur a vivement rejeté les accusations impliquant les forces de sécurité locales dans la mort de Regeni. L'Italie a exigé avec insistance toute la vérité et que les vrais responsables soient identifiés et jugés. Donc, comme vous venez de regarder, le Parlement européen a épinglé l'Égypte sur les droits de l'homme. Le Parlement européen a voté à une majorité écrasante de 588 voix, jeudi 10 mars, une résolution non contraignante demandant à l'Égypte de coopérer avec l'Italie dans l'enquête sur la mort sous la torture, selon toujours des médias français et des médias francophones, sous la torture de l'étudiant italien Giulio Regeni dans des circonstances suspectes au Caire. Les eurodéputés qui estime que ce n'est pas un cas isolé ici en Égypte et dénonce la multiplication de violations de droits de l'homme et demande l'arrêt des exportations d'armes qui pourraient être utilisées dans la répression de l'opposition et la société civile. Donc, d'autre part, comme vous venez de regarder, le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, M. Ahmed Abouzid, a exprimé son regret pour la décision injuste adoptée par le Parlement européen sur les droits de l'homme ici en Égypte. Notons que cette décision comptait sur des allégations infondées. Dans un communiqué de presse, le porte-parole du ministère a souligné également que l'introduction de la question du meurtre de l'étudiant italien dans une décision sur les droits de l'homme en Égypte comprenait des connotations inadmissibles et anticipait les enquêtes en cours menées entre les autorités égyptiennes et italiennes. Il a également souligné que le gouvernement égyptien était engagé à respecter les droits de l'homme et les libertés et que la torture constituait
un crime bien clair dans la constitution égyptienne. Donc, après quelques secondes, nous allons jeter la lumière sur la réaction présidentielle vis-à-vis de ces, sur des brutalités policières, sur des bavures policières, et notamment après le meurtre d'un citoyen par un agent de police ici au Caire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a appelé à un durcissement des sanctions contre les policiers coupables d'exactions. Donc, plus d'explications dans ce commentaire d'Ali Akram. Après ça, on se retrouvera et je vous promets, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons discuter ensemble de sujets très importants, non seulement pour le monde entier, mais avec plus de précision pour le peuple égyptien. Donc, un reportage. Après ça, on se retrouvera. Quelques jours à peine après l'agression de 2 médecins par des agents de police dans un hôpital de Matariya au Caire, la police est à nouveau au cœur de la polémique. Le meurtre jeudi 18 février d'un chauffeur de microbus par un agent de police dans le quartier d'Al-Brahmar a soulevé une vague de colère et d'indignation. Le président Abdel Fattah al-Sisi a dû intervenir réclamant le durcissement des sanctions contre les policiers responsables d'exactions. Les pouvoirs accordés à la sécurité visent en premier lieu à protéger la vie, les propriétés et les intérêts des citoyens et à rétablir l'ordre dans le cadre du respect mutuel, a indiqué le chef de l'État. Al-Sisi a exigé de nouvelles législations qui réglementent l'action de la police dans les rues. Ceux qui violent les droits des citoyens doivent rendre des comptes à la justice, a-t-il dit, affirmant qu'une loi sera présentée au Parlement dans un délai de 15 jours. Tout avait commencé par une altercation entre un jeune chauffeur de microbus et un agent de police. Selon des témoins, ce dernier aurait refusé de payer la somme réclamée par le chauffeur et l'aurait menacé et insulté avant de lui tirer une balle dans la tête. Indignés, des proches de la victime et des habitants du quartier se sont rassemblés devant le directorat de la police du Caire, scandant des slogans hostiles au ministère de l'Intérieur. Sur les réseaux sociaux, les critiques vont bon train, imputant au gouvernement la responsabilité de la multiplication des bavures policières. Quelques heures après l'incident, le ministère de l'Intérieur annonçait l'arrestation de l'agent de police. Dans un communiqué, le ministère affirme qu'il s'agit d'un acte individuel et que ceux qui commettent de tels actes seront punis en vertu de la loi. Tandis que le policier coupable a été déféré à la justice sur ordre du parquet, les responsables du ministère de l'Intérieur multiplient les déclarations. Ces dérives sont inacceptables. Elles défigurent les efforts et les sacrifices du ministère chargé d'appliquer la loi. Celui qui commet de tels actes n'a pas sa place au ministère, a affirmé le général Abou Bakr, assistant du ministre de l'Intérieur. Il a ajouté que le ministère ne protège pas les policiers qui commettent des abus. La politique sécuritaire a changé depuis la révolution de 2011. Nous ne cherchons pas à rétablir l'état policier comme prétendent certains. Nous ne permettrons pas à une minorité responsable d'agents de police d'envenimer notre relation avec les citoyens, a déclaré le général Abou Bakr. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Magdi Abdel Ghaffar, a reçu le père de la victime de Darb al-Ahmar et lui a présenté ses condoléances. Tandis que la polémique enflait, le Conseil des députés tenait une séance extraordinaire pour discuter d'un éventuel amendement des lois sur la police. L'Égypte compte 300 000 agents de police qui ont manifesté à plusieurs reprises et sont entrés en grève revendiquant notamment des améliorations de salaire et de meilleures conditions de travail. Pour éviter une escalade, l'ancien ministre de l'Intérieur avait notamment annulé les jugements militaires pour les agents coupables d'exactions et augmenté les salaires. En octobre 2013, les agents s'étaient mis en grève pour exiger qu'ils soient armés. Là aussi, l'ancien ministre de l'Intérieur avait cédé à leurs demandes et leur a permis de porter des armes. Des concessions qui, selon d'anciens généraux de police, ont débouché sur ce chaos auquel nous assistons aujourd'hui. Mais selon le ministre de l'Intérieur, ces abus policiers ne sont pas systématiques. Le ministère de l'Intérieur n'a jamais cherché à cacher ces dérives et n'a jamais hésité à présenter les policiers impliqués dans des actes de torture ou dans des meurtres à la justice. Ces dérives individuelles ne doivent pas être utilisées pour déformer et surtout affaiblir l'institution policière nationale qui se bat pour défendre la patrie contre le terrorisme. Le ministère a mis en garde contre un complot visant à saper la relation entre la police et le peuple, mais aussi entre les officiers et les agents de police.
TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Alors que des policiers présentent toujours leur vie pour la bonne performance en sécurité en Égypte, présentent leur vie pour protéger l'Égypte toute entière, on trouve qu'il y a des agents de police, entre deux guillemets, irresponsables, qui ont fait, par exemple, des bavures sécuritaires et, comme vous venez de regarder, la réaction présidentielle et même la réaction du Parlement était tout à fait très importante et c'est une réaction à souligner. Mais permettez-moi, premièrement, chers téléspectateurs, de saluer mes deux chers invités, les géants dans le domaine de la sécurité ici en Égypte. Monsieur le général Saïd Fathi, c'est un expert dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nile TV International. Et notre deuxième cher invité, monsieur le général, vous êtes toujours le bienvenu sur Nile TV International. Monsieur le général Ibrahim Choukri, vous êtes encore un professeur de droit à l'Académie de police et donc vous êtes en général un professeur. Donc, des questions très importantes dont on va discuter durant les prochaines minutes. Premièrement, à la lumière de ce que vous venez de regarder, d'observer, à la lumière de votre information, à quel point l'Égypte, ou avec plus de précision, la réputation de l'Égypte pourrait être atteinte à l'étranger après le vote par au sein du Parlement européen de presque... je n'ai pas pu... me rappeler le nombre, mais une majorité écrasante des députés européens contre 10 voix seulement qui ont condamné l'Égypte et les droits de l'homme ici en Égypte. Pourriez-vous gentiment, s'il vous plaît, répéter les deux derniers mots? Ma question porte sur à quel point la performance sécuritaire ici en Égypte pourrait porter atteinte à la réputation de l'Égypte à l'étranger. Nous le savions actuellement que, bien sûr, dans les derniers mois, après la reprise du ministre de l'Intérieur actuel, bien sûr, chaque personne qui prend son poste essaye de changer, de faire un petit changement selon ses plans ou selon la matière à laquelle il va utiliser. C'est pour cette raison-là, le nouveau ministre, le général Magdi, quand il est arrivé il y a à peu près 10 mois, à peu près, oui, ou 11 mois exactement, il est ici dans sa place. Il a essayé de rétablir un nouveau système de travail, avec un nouveau agenda, bien sûr, y compris les différents domaines dans lesquels il y a plusieurs départements dans le ministère de l'Intérieur qui essayent de travailler selon une nouvelle stratégie. Nous avons constaté que très récemment, bien sûr, nous tous, autant que les Égyptiens et des Arabes en général, on se rappelle le défunt, l'ex-procureur général, bien sûr, M. Hicham Baraka. Oui. L'action ou l'attentat de Monsieur le procureur général a eu lieu à peu près il y a 9 mois. Oui. C'était exactement pendant le mois de Ramadan dernier. Oui. Nous avons vu qu'il y a à peu près, après 9 mois de travail, ils sont arrivés finalement à arrêter ces gens-là. Oui.
comme je le dis chaque fois, je dois le répéter de nouveau en disant que, bien sûr, il ne faut pas se précipiter. Il faut donner chaque chose pour prendre son temps afin d'arriver à avoir ou à obtenir des résultats convenables. Mais le monde en général, soit nous, chez nous, à l'intérieur, ou soit à l'extérieur, les gens sont toujours un peu précipités. Quand un attentat arrive, on a besoin de le découvrir immédiatement. C'est juste. Et bien sûr, il faut la prévention de la crime. Oui. Il faut la prévention de la crime. Contre la Mais crime. une fois que la crime tombe, bien sûr, on doit suivre quelques objets pour essayer de trouver des solutions. Ouais. C'est ce qui se passait actuellement et finalement avec bien sûr le problème de M. Hicham Barakat. Et j'espère que très prochainement on arrivera à obtenir des très bons résultats, mais il faut un peu de patience sur le problème d'origine. Oui, c'est un peu de patience sur le problème d'origine, mais toujours actuellement les médias, même la presse étrangère a accusé, ou plutôt ont accusé le ministère de l'Intérieur de ne pas arriver, ont accusé le ministère de l'Intérieur d'être toujours en retard dans la découverte des réalités de n'importe quel attentat ou de n'importe quel incident. Et d'autre part, ils ont accusé même le ministère de l'Intérieur de manquer la protection des civils ou des étrangers, de maltraiter même les civils. Encore une fois, ma question que je viens de poser à M. Saïd Fathem, Monsieur le Général, à quel point vous trouvez que la performance sécuritaire actuellement pourrait atteindre à la réputation de l'Égypte à l'étranger? Bon, d'abord, c'est une question très importante qui nous intéresse au niveau de notre pays en général, pas seulement au niveau de la police égyptienne. Oui. Deuxièmement, je veux vous dire d'abord que je ne dois pas se présenter ni comme un défendeur, ni pour, ni contre. Bien sûr, nous sommes nous les deux des généraux à la police égyptienne. Oui. Donc, je vais essayer d'être neutre, c'est-à-dire ni pour, ni contre. Mais troisièmement... Vous êtes un professeur, nous devons traiter ces questions d'une manière scientifique et de manière un peu de transparence. Oui, ce sont les étapes que je viens de vous expliquer. C'est pour cela que je parle d'une façon, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Oui. C'est la façon avec laquelle on enseigne aux élèves, aux étudiants et même aux officiers de police qui viennent chez nous à l'académie pour prendre des stages de formation dans des divers domaines, y compris ce domaine de terrorisme, y compris aussi l'organisme du système de la police en Égypte. Il y a plusieurs thèses de doctorat dans ce domaine. Et les points fondamentaux dans ce problème-là, c'est qu'il faut bien regarder comment est la formation, l'entraînement des officiers ou des sous-officiers de la police, comment diminuer les grandes distances entre les supérieurs et les subordonnés, comment aussi apprendre d'une façon d'entraînement continuel, ce que nous appelons la formation continuelle, comment aussi essayer d'admettre les principes concernant les droits de l'homme et aussi les principes concernant comment traiter les citoyens. Il faut prendre en considération aussi que les policiers, lorsqu'ils fonctionnent leur travail, ils sont membres de la société, bien sûr, c'est-à-dire ils ne viennent pas de l'étranger, donc ils sont de la même société égyptienne. Il faut qu'ils apprennent ça. Et si jamais ils n'ont pas le moyen d'apprendre ça, ou bien si jamais ils n'ont pas appris ça, il faut leur donner aussi des cours de formation et accélérer ces cours de formation et aussi progresser ces formations, ces entraînements dans ce domaine. Cinquièmement, ou quatrièmement plutôt, on doit aussi faire attention que la présence à l'extérieur de notre pays, puisqu'on parle de notre vision de l'Égypte à l'extérieur, il faut prendre attention que les médias qui ont le droit de faire ce rôle à l'extérieur, on n'a pas tant de médias égyptiens qui se présentent à l'extérieur. Et ça, c'est un grand problème que moi-même, j'ai posé la question une fois à un responsable, un doyen de la faculté de médias, en lui disant comment est la présence des médias égyptiens pour présenter telle situation qui se trouve au niveau de notre pays, à l'extérieur, surtout au niveau sécuritaire. Par exemple, si vous voulez prendre des exemples, je n'ai pas des détails, mais je vous donne des exemples en général. Il y a eu beaucoup d'attaques des policiers à l'étranger contre des citoyens dans divers pays, même des pays arabes, même des pays occidentaux, étrangers. On ne va pas perdre le temps à citer le nom des pays. Mais quand même, c'est très connu qu'il y a aussi des agressions des policiers contre des civils dans tout le monde. Alors, il faut qu'il y ait une sorte de média en Égypte, soit
un organe de médias au niveau du ministère de l'Intérieur, soit le ministère des Affaires étrangères, soit autre, qui peut défendre la situation de la police en Égypte, c'est-à-dire de nouveau éclaircir la situation des policiers en Égypte qui font des efforts, qu'il y a aussi des meurtres des policiers en Égypte, il y a aussi des gens qui ont défendu bien leur patrie et les citoyens, c'est-à-dire si on a des points négatifs au niveau de 5 ou 10%, et ce n'est pas le cas, mais je vous dis si, quand même, nous avons les 90% sont des points positifs, alors c'est une grande différence. Oui. Et tout ça a besoin d'un organe très effectueux pour présenter la vision, la vue nouvelle de l'Égypte à l'extérieur. Ça, dommage, il n'est pas bien clair pour les étrangers. On ne s'intéresse pas. Oui. Encore une fois, votre réaction en ce qui concerne la condamnation de la part du Parlement. Pardon ? La condamnation, en ce qui concerne la condamnation de la part du Parlement européen vis-à-vis de dossiers de droits de l'homme en général et la question de l'étudiant italien Giulio Regeni ici en Égypte. Votre réaction, votre lecture, votre rebat. Si on parle du problème des droits de l'homme en général, je crois que c'est bien appliqué dans notre patrie ici. On doit chercher aux autres gouvernements et aux autres grands pays qui nous demandent de l'application des droits de l'homme. Nous voyons ce qui se passe aux États-Unis les derniers mois. Ouais. Bien sûr, dans les différents endroits aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire contre les droits d'homme? Ce sont eux qu'on doit leur demander de bien appliquer l'application de leurs droits d'homme. Il ne faut pas qu'ils nous enseignent. Non, c'est à nous actuellement qu'on doit leur donner des leçons. Je crois bien que nous sommes bien respectés ici, on respecte tout le monde. Vous avez constaté vous-même personnellement, les 16 personnes qui ont été arrêtées dans l'attentat de l'ex-procureur général, aucune personne n'a été touchée parmi ces 16 personnes. Voilà, c'est le respect des droits de l'homme. Aucune personne n'a été frappée, aucune personne n'a été blessée. Qu'est-ce que ça veut dire? On respecte l'être humain en général. On doit le respecter. Mais ce qui se passe à l'extérieur, je crois que c'est tout à fait différent de ce qu'ils nous demandent d'être appliqué chez nous. Au lieu de nous donner des leçons particulières, je crois que c'est le moment qu'on leur puisse donner de notre part des leçons. Dès qu'ils doivent respecter les droits d'homme, bien sûr, nous avons l'intention d'appliquer des choses pareilles ici. Mais malheureusement, ce qui se passe chez eux, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et vous allez voir, et vous allez constater, et je peux vous dire une autre fois que le problème de Giulio Regeni, dans quelques petites semaines, on pourrait arriver des résultats. Mais il faudra un peu de patience. On parle dans les médias actuellement qu'il y a des preuves qui ont été cachées de la part du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne ces questions. Vous avez des réponses? Donc, d'abord, je vais vous dire, si on parle au niveau du Parlement européen, est-ce que nous avons une simple idée concernant ce Parlement? Le Parlement européen, c'est une société de grand niveau. Elle se trouve à Strasbourg, en France, et elle groupe tous les représentants de la communauté européenne, c'est-à-dire du peuple européen. Les représentants et députés du peuple européen. Bien sûr. Donc, souvent, ce genre de travail, puisqu'il est un travail politique et en même temps c'est un travail diplomatie aussi, donc il y a eu aussi des influences sur ces gens-là pour prendre leurs décisions. C'est-à-dire, on ne peut pas croire qu'ils ont pris leurs décisions par charité, ou tout simplement. Non, peut-être il y a eu des puissances, c'est-à-dire des idées qui ont leur forcé à prendre cette décision contre l'Égypte. Et la preuve pour moi, c'est que le procureur général italien va se rendre au Caire dans quelques jours. Il a déclaré, je ne dis pas des secrets, c'est bien sûr déclaré qu'il va venir pour poursuivre avec les responsables égyptiens cette affaire-là. Ça veut dire aussi que les relations continuent avec les Italiens, dans les divers niveaux, sur les divers niveaux. Si on parle de l'économie, de la finance, de la coopération mutuelle, etc., ou même dans le sujet de l'Italie contre l'affaire libyenne. Donc il y a une sorte de coopération entre les Égyptiens et les Italiens pour régler l'affaire italienne, même avec tous les Européens. Donc si on prend des décisions pareilles, peut-être ce sont des décisions du point de vue politique, ne sont pas des décisions bien claires dans la situation elle-même.
Donc si on connaît bien cette situation, je veux faire recours à ce que je viens de vous citer il y a quelques instants, c'est que nous devrons avoir aussi une sorte de présence au niveau du média européen pour bien expliquer aux Européens, aux nos amis européens, qui sont bien sûr nos voisins européens, quelle est la situation au niveau de l'Égypte. Et comme ça, ils peuvent être en contact avec notre... Il ne faut pas laisser la scène européenne pour une seule opinion, une seule idée. Un seul joueur. Oui, un seul joueur, c'est pas bon. Ou même que les Européens essayent toujours de prendre leurs nouvelles ou leurs rapports ou leurs visions à partir des reportages de médias ou même à partir des ONG seulement. Mais c'est toujours, il faut prendre, il faut plutôt regarder l'image de différentes dimensions, de différents côtés. N'est-ce pas, monsieur? Bien sûr, il faut être aussi en contact avec... Il y a un ambassadeur européen ici en Égypte, donc il faut lui bien expliquer quelle est la situation, et lui aussi, il est demandé de bien réexpliquer de nouveau au niveau européen. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas une délégation égyptienne qui peut se présenter au niveau du Parlement européen pour réexpliquer de nouveau la situation en Égypte, y compris l'affaire italienne et d'autres. Donc, la présence égyptienne, je la vois de mon point de vue, ce n'est pas au tel niveau. Donc le problème, ce n'est pas qu'il y a des problèmes internes en Égypte, un problème de sécurité, et je vous redis de nouveau que je ne suis pas un défendeur, mais c'est la situation. Il faut bien se présenter. On va même jeter la lumière sur la relation entre le peuple et la police, et à quel point il y a toujours cette cohésion entre les deux côtés, et toujours le peuple égyptien a soutenu sa police nationale, mais en même temps, il y avait ou plutôt quelques points négatifs, vous voulez dire, de la part du peuple égyptien en ce qui concerne cette performance de la part de la police égyptienne dans la rue. Mais permettez-moi encore une fois de vous proposer ce reportage qui va jeter la lumière sur l'Égypte et qui va renforcer la sécurité de ces aéroports. L'Égypte a signé un partenariat avec Control Risks, société britannique leader dans le domaine de la sécurité et de l'évaluation des risques, afin de sécuriser ses aéroports, à commencer par ceux du Caire de Sharm el-Sheikh, d'où avait décollé l'avion russe de Metrojet qui s'est écrasé dans le Sinaï égyptien, très probablement selon la Russie en raison d'une explosion d'origine terroriste à bord. Control Risks va commencer à travailler dès ce jour-là sur l'examen de la sécurité des aéroports du pays, ont fait savoir Hicham Zahzour, ministre du tourisme égyptien, et Mohamed Hussam Kammam, ministre de l'aviation civile, lors d'une conférence de presse le 22 décembre dernier. Le gouvernement égyptien se dit déterminé à mettre en place les meilleures pratiques internationales en termes de sécurité aéroportuaire, suite au crash le 31 octobre dernier de l'A321 de Metrojet, tuant les 224 occupants, la plupart des nationalités russes. Les Russes accréditent d'ailleurs désormais la thèse de l'attentat terroriste, le Caire se montrant extrêmement prudente quant à l'officialisation de cette thèse. Le ministre égyptien des Affaires étrangères affirmait ainsi le mois dernier qu'aucune hypothèse ne pouvait encore être retenue dans le crash de l'avion russe, allant à contre-courant des versions américaines, britanniques, françaises ou donc russes qui valident la thèse de la bombe. Andreas Carleton Smith, PDG de Control Risks pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, a déclaré qu'en ce contexte de menace sécuritaire, le gouvernement égyptien examine de manière appropriée la sécurité de ses aéroports. Le ministre du Tourisme a notamment affirmé que le gouvernement égyptien est pleinement engagé pour mettre en place des changements significatifs afin d'améliorer la sécurité des aéroports et que les travaux de Control Risks se feront avec le plus haut niveau de transparence. Les aéroports du Caire et Sharm el-Sheikh constitueront une priorité avant l'extension du processus à tous les aéroports du pays. Control Risks présentera un rapport complet au gouvernement égyptien ainsi que des recommandations détaillées. Control Risks coopérera également avec des délégations internationales de certains pays, incluant le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Russie, qui ont collaboré étroitement avec le gouvernement égyptien afin de faire des recommandations concernant la sûreté aéroportuaire. Lors de la visite qu'il a effectuée récemment en Égypte, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, Taleb Rifai, a indiqué que l'organisation avait toute confiance en ce qui concerne la reprise du tourisme en Égypte.
Lors de sa rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi en présence du ministre égyptien du Tourisme, M. Refaï s'est félicité des démarches engagées par l'Égypte pour assurer au secteur un soutien politique au plus haut niveau, regagner la confiance des marchés émetteurs, renforcer la sûreté et la sécurité du tourisme et intégrer efficacement le secteur aux structures de gestion des risques et des situations d'urgence à l'échelon national comme à l'échelon local. M. Refaï a assuré que l'Égypte était une destination touristique de premier plan et le resterait malgré tous les défis. Il a encouragé la communauté internationale à soutenir le tourisme en Égypte lorsqu'il a déclaré que soutenir le redressement du tourisme en Égypte, c'est soutenir l'avenir de l'Égypte et de sa population. Soutenir le tourisme en Égypte, c'est promouvoir la paix et la stabilité. Donc, mes chers invités, comme vous venez de regarder, le gouvernement égyptien s'est déterminé à mettre en place les meilleures pratiques internationales en termes de sécurité aéroportuaire. Pardonnez-moi. Suite au crash le 31 octobre dernier de l'avion russe à Sharm el-Sheikh et durant cet incident, malheureusement, durant ce crash, malheureusement, 224 occupants ont perdu la vie. Donc, encore une fois, votre remarque, comment vous trouvez le changement du système sécuritaire ici en Égypte dans le domaine de l'aéroport? Bien sûr, très récemment, il y a eu on peut dire, je ne peux pas dire qu'il y a eu un très grand changement, mais plus ou moins il y a eu un changement déjà dans les différents aéroports, surtout à Sharm el-Sheikh, à Hurghada, au Caire et dans les différents autres aéroports. Des nouveaux appareils ont été déjà installés, des nouvelles, bien sûr, agenda et des nouvelles mesures de sécurité ont été déjà prises. La participation du ministre dans les endroits très importants et très intéressants a eu lieu. Il les a déjà effectués plusieurs fois. Lui-même, il a déjà donné un très bon exemple en passant par les appareils. Comme n'importe quelle personne ou n'importe quel voyageur qui doit appliquer les circonstances qui ont été déjà prises. Et plus, je peux ajouter quelque chose, si vous me le permettez, que nous avons très récemment reçu quelques autres délégations étrangères qui ont eu la possibilité de visiter les différents aéroports en Égypte en général, et surtout l'aéroport du Caire, l'autre deuxièmement celui de Sharm, et le troisième très important celui de Hurghada. Bien sûr, ces délégations ont déjà présenté leurs rapports ici et ont déjà aussi repris avec eux ces rapports pour les présenter devant leur gouvernement, en disant que vraiment la situation sécuritaire a tout à fait changé, a complètement changé pour le mieux et pour la sécurisation des touristes, du tourisme en général et des touristes aussi. Ça a donné déjà une certaine idée qui peut dire que voilà, il y a des bonnes mesures sécuritaires qui ont été déjà prises. Et je crois que très prochainement, au début du mois prochain, on espère, Inch'Allah, si Dieu veut, comme on dit, j'espère que la situation sur le tourisme changera un petit peu et ça va s'améliorer d'une manière ou d'autre. On va retourner à la performance sécuritaire, on va retourner au durcissement des législations en ce qui concerne la police. Et comme vous savez, M. Ibrahim Choukri ou Dr Ibrahim Choukri, en tant qu'un professeur de droit à l'Académie de police, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est appelé au durcissement des sanctions contre les policiers coupables d'exactions. Donc, plusieurs questions à vous poser. Premièrement, comment vous évaluez même la formation de la personnalité de la police ici en Égypte au sein de l'Académie de police? Deuxièmement, comment vous trouvez l'instrument de durcissement des sanctions contre les policiers coupables ou les policiers irresponsables? Donc vous voyez, il y a une grande différence entre les deux. On peut parler au niveau des officiers de police, et le travail de l'Académie de police, c'est de former les futurs officiers de police, c'est-à-dire les élèves qui viennent avec leur bac pour rejoindre la faculté de police, pour étudier pour 4 ans les matières de droit et de police, et aussi les matières pratiques, afin de devenir des officiers de police. Là, il y a plusieurs programmes qui ont changé. Il y a des diverses études qui ont changé, surtout au niveau des droits de l'homme, au niveau du respect des droits de l'homme, et au niveau aussi du respect des citoyens. En plus,
on n'oublie pas qu'il y a les matières de droit qui sont équivalentes aux matières de droit qui se trouvent au niveau des facultés de droit des diverses universités égyptiennes. N'oubliez pas que le doyen de la faculté de droit à l'université Ain Shams, il est membre du Conseil suprême de l'Académie de police en Égypte par la loi. Donc, toutes les règles de loi ou les droits qui doivent être étudiés par les élèves des facultés de droit à l'extérieur de l'Académie de police, on les étudie aussi à l'intérieur au sein de notre Académie de police. Donc, c'est pareil comme les facultés de droit. Deuxièmement, il y a ici une sorte de formation des officiers de police. Je parle de la faculté de l'entraînement et de formation qui se trouve aussi au sein de l'Académie de police, qui se compose de 2 grands instituts qui forment les officiers de police, soit au niveau inférieur, c'est-à-dire je parle des lieutenants, des lieutenants premiers, des capitaines et des commandants. C'est l'institut de formation des officiers de police. L'autre institut, c'est un institut de commandement qui forme les officiers de police au grade de colonel ou de général ou général de brigade ou général divisionnaire, etc. Ce sont équivalents aux commissaires au système français. On les forme comment agir en face des situations sécuritaires qui sont capables d'être en face de ces situations. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une situation sécuritaire ou un travail, on doit les former surtout au niveau de la gestion des crises, etc. Y compris en prenant en considération le respect aussi de l'être humain et le respect du citoyen. Et ça, c'est la preuve que les problèmes que vous entendez des officiers de police sont inférieurs que les problèmes que vous entendez des sous-officiers. Parce que la formation des sous-officiers, ou bien sûr ce que vous appelez ici en Égypte les confidents de police, c'est comme les gardiens de la paix dans le système français, c'est différent. Donc on les entraîne, d'abord ils rejoignent le ministère de l'Intérieur comme des petits soldats qui viennent des grades de caporal et caporal-chef et sergent, etc., jusqu'à devenir des confidents de police. Ils ne passent pas au niveau d'officier de police, sauf après avoir reçu leur licence de droit et après avoir passé par des tests et aussi des mesures sécuritaires et des mesures d'information et des rapports de leurs supérieurs concernant leur capacité de devenir un officier de police. Alors, s'il est inférieur à un officier de police, il est en train d'être en contact avec la population, peut-être que sa formation, l'entraînement doit être amélioré. Et ça, c'est le problème que vous voulez peut-être poser la question. C'est le problème des gens qui sont pas déjà des officiers de police. Ils sont des sous-officiers de police. Est-ce qu'ils sont capables à être en contact avec les citoyens en tenant compte, entre parenthèses, la diversité des citoyens? Parce que peut-être leur éducation et leur formation est équivalent à l'éducation et la formation des gens qui n'ont pas reçu même le bac. Mais les autres, qui sont déjà diplômés des diplômes plus supérieurs ou bien qui sont éduqués d'une façon supérieure, est-ce qu'ils sont capables, comment diriger la situation sécuritaire au niveau de toutes les places qui se trouvent sur le terrain? Si on parle de ça, on parle des gens qui travaillent dans la police nationale. Mais n'oublie pas aussi que les policiers sont en contact avec les citoyens et les étrangers au niveau des aéroports, au niveau de la police touristique, au niveau même des services de police qui sont des services qui donnent qui donnent des services aux citoyens, comme par exemple les services de passeport, les services de carte d'identité, etc. Donc il y a des policiers aussi qui font un travail sérieux et très intéressant et qui sont bien remerciés de la part de la population. Oui. Encore une fois, lors de ce dernier point, des officiers dans les aéroports qui ont fait les passeports et ainsi de suite, ou les mesures et les procédures de passeport, il y a une question très importante. À quel point la police égyptienne, si je peux dire, est occupée d'une autre question, la lutte contre le terrorisme, et un peu laisse de côté son premier rôle, son rôle primordial, c'est-à-dire la protection des gens, la protection de leurs intérêts. Est-ce que vous avez entendu ma question? Non, s'il vous plaît. Encore une fois, je vais reformuler ma question. À quel point vous trouvez que le système policier n'accorde pas un grand intérêt à la protection du citoyen, à la protection des citoyens ou de leurs intérêts? Et ils sont occupés, ou plutôt les policiers sont occupés de la lutte contre le terrorisme
et en même temps, il y a un manque dans la performance policière vu le manque de nombre des policiers. Je tiens à dire quelque chose de très important, si vous me le permettez. Tout d'abord, sans la collaboration du peuple avec la police n'arrivera jamais à obtenir de bons résultats. C'est ce qui mène à dire qu'il y a bien sûr une très bonne coordination entre la police d'une part. En disant la police, je parle de la police en général, soit les officiers, les officiers, les sous-officiers et les soldats, et le peuple égyptien. Je peux dire quelque chose, ou je peux noter, si vous le permettez, que plusieurs cas qui ont été déjà arrêtés parmi les attaques qui ont été arrivées très récemment, il y a eu une certaine grande population qui ont déjà essayé de changer leurs habitudes. Qu'est-ce que ça veut dire changer leurs habitudes? Quand ils arrivent à trouver quelques-uns qui habitent chez eux, dans le bâtiment, qui essayent de loger un nouveau appartement, par exemple. Ils essayent d'alerter les autorités. Pardon, oui. Les voisins, ils essayent d'avertir ou de prévenir, bien sûr, les forces sécuritaires dans le quartier auquel ils se trouvent. C'est une chose très importante. Et selon ces informations-là, la police commence à jouer son vrai rôle. Imaginez-vous si les voisins, là, ou si c'est les gens responsables qui habitent dans n'importe quel bâtiment, n'arrivent pas d'une manière ou d'autre, par exemple, ils sont des paresseux, d'autres sont négligents. D'autres personnes disent pourquoi essayer d'aider la police. Ils ne nous rendent pas assez de services. Tout à fait le contraire. Ils essayent de nous débarrasser de nos endroits. Pour quelle raison j'essaie de les aider de ma part? Non. Mais je crois que la situation actuellement, la police respecte bien les citoyens ainsi que les étrangers qui sont bien servis ici et qui sont bien sécurisés dans notre territoire. Chaque personne a le droit d'être bien sécurisée dans son pays. En général, je parle en général. Mais sans la coopération et la coordination et la bienfaisance des Égyptiens en aidant les forces policières, je crois qu'ils n'arriveront pas à obtenir des bons résultats. Donc il y a deux points ici, comme vous venez de nous souligner même, Monsieur le Général Ibrahim Choukri, on essaye toujours d'enseigner à l'Académie de police le respect des droits de l'homme. Deuxièmement, comme vous venez de nous déclarer, le pouvoir essentiel et la légitimité essentielle de la police égyptienne provient des Égyptiens, provient du peuple ou des citoyens égyptiens. Volontairement. Donc, d'après vous, il y a une grande cohésion entre le peuple égyptien et sa police nationale. Mais durant les derniers jours, même durant le mois dernier, avec plus de précision, le février, il y avait quelques cas qui ont pris de différentes dimensions au niveau régional, bien sûr, au niveau mondial, comme par exemple le Mataria, ou l'hôpital de Mataria, et le cas de Darb al-Ahmar. Au cas de Mataria, il y avait des médecins qui ont été frappés et insultés de la part des sous-officiers ou de la part des agents de police. D'autre part, dans le Darb al-Ahmar, un sous-officier a tiré contre un pauvre homme. Donc, il y a actuellement, si on peut dire, il y a un sentiment d'opposition à cela, un sentiment de révolte contre toutes ces violations, même contre toutes ces bavures. Ma question porte sur l'impunité des policiers. D'où provient cette impunité? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une question très importante, surtout très récemment à cause de ce qui vient de se passer. Les deux derniers cas que vous venez de citer, bien sûr, aucune personne, à partir du ministre personnellement jusqu'au dernier soldat de la police, n'arrive pas à soutenir toutes ces bêtises-là qui sont arrivées. Bien sûr, on doit bien respecter tous les êtres humains. Mais
avec quelques petits cas. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ces petits cas. Ce sont des cas exceptionnels. Mais bien sûr, quelques cas pareils sont déjà arrêtés. Les personnes inculpées dans ces attentats-là, et actuellement ils se trouvent en prison devant le tribunal et qui seront très prochainement en prison. C'est pour cette raison, bien sûr. Et même le ministre de l'Intérieur, s'est excusé. Oui, bien sûr. C'est une bonne réaction, et une nouvelle réaction même. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est un changement entier, en général, du système qui était appliqué auparavant. Très rarement, ou presque, je ne me souviens pas qu'un ministre, parmi de nos anciens ministres, a déjà déclaré dans une certaine conférence qu'il tient à s'excuser de ce qui s'est passé ou ce qui est arrivé. Mais tandis ce qui s'est passé avec le général Magdi Abdel Ghaffar, c'est quelque chose de tout à fait différent, et ça donne un peu d'espoir et un changement de sentiment en disant que voilà, nous sommes parmi ce peuple et nous tenions toujours la responsabilité, c'est notre devoir de défendre ce peuple-là. Mais il faut prendre en considération quelque chose de très important. Vous parlez, M. Hani, à peu près de 90 millions d'habitants égyptiens. En comparaison, d'autre part, vous avez en même temps à peu près 37 500 ou entre 137 500 et 38 000 officiers, et d'autre côté, à côté d'eux, qui essayent de les aider, 375 sous-officiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en comparaison avec les deux nombres des officiers et des sous-officiers, en comparaison avec la population, c'est quelque chose de très effrayant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, ils ont un lourd travail, un lourd et pénible travail à faire. Mais il faut bien prendre en considération et constater quelque chose de très important en même temps, c'est qu'il ne leur permet pas de commettre des bêtises contre les citoyens. Il faut qu'ils aient un peu de patience, un tout petit changement dans l'horaire du travail, soit des officiers, ne pas laisser une personne travailler plus de 12 heures par jour. Comme ça, je peux vous dire que la situation pourra un petit peu changer ou s'améliorer dans le moyen de travail des policiers et des officiers. Et imaginez-vous, vous personnellement, une personne qui travaille plus de 16 heures, 18 heures par jour, c'est quelque chose d'incroyable. Mais bien sûr, elle va perdre toute la concentration, mais encore une fois, d'où provient l'impunité? Du manque de durcissement ou quoi? Avant de vous répondre, permettez-moi d'abord que vous avez posé une question il y a quelques instants concernant le travail de police, soit contre le terrorisme ou pour servir les citoyens. Et peut-être qu'il y a une différence entre les deux. Moi, je vois, de mon point de vue, que c'est pareil, c'est la même chose. Parce que si la police défend les terroristes, contre les terroristes, ça veut dire qu'il défend les citoyens. Et si la police fait son travail au service des citoyens, donc c'est la même chose pour le bien des citoyens. Nous voyons... Et il va en même temps, la police va avoir le soutien total du peuple, donc, des citoyens, parce que la police fait une chose très concrète pour eux. Donc pour les deux niveaux, ou sur les deux niveaux, on a aussi un système de travail de police qui lutte contre le terrorisme et en même temps servir les citoyens dans des autres services de citoyens. Je veux vous rappeler qu'au niveau de la Révolution, soit au niveau de 2011 ou 2013, il y a des services de police qui n'ont jamais arrêté. Ils n'ont jamais arrêté. Par exemple, les policiers qui travaillent à l'aéroport, après même les problèmes de brûlure de tous les commissariats de police et des préfectures de police, les policiers de l'aéroport ont continué leur travail. Les policiers de protection civile, ils ont continué leur travail. Même lorsque les médias disaient qu'il y a une chute de la police, mais les gens qui travaillent aux protections civiles ont continué. Monsieur le général, en réaction, on a bien sûr trouvé que même les agents de police qui ont été agressés après la révolution de 25 janvier ont été protégés par le peuple égyptien. Donc ce peuple est tout à fait intelligent. Ce peuple observe bien sûr la performance de la police égyptienne. Oui, bien sûr, mais le point que je veux souligner, M. Hani, ce soir, c'est que les policiers, ils ont bien fait leur travail, leur mission,
s'il y a des choses exceptionnelles, même contre la police, c'est-à-dire la brûlure des préfectures de police, ou que les policiers ont fait, un policier a fait un problème contre les citoyens, mais ce qui m'intéresse maintenant, que les policiers aussi, ils ont continué à refaire leur travail. Nous, à l'Académie de police, dès 2011 jusqu'à maintenant, on a continué à faire notre travail d'entraînement, de formation, des études pour former des futurs officiers de police. Il y a des endroits et des services de police qui n'ont pas arrêté de travail. Oui, bien sûr. Encore une fois, les citoyens dans les rues essayent toujours de voir une chose concrète, c'est-à-dire la sécurité de leur quotidien. C'est pas, monsieur? Oui. C'est ça l'essentiel pour eux. Et si on va traiter ces gens de manière respectable, comme vous savez, ils ont rendu ce favoris, ils ont rendu de telles attitudes en des bonnes performances, en de bonnes coopérations pour la bonne performance policière. Encore une fois, avant de vous quitter, il me reste presque 2 minutes. La sécurité et la liberté d'expression. La sécurité et la liberté. Et la liberté d'expression. Liberté de quoi? D'expression. D'expression. Oui. La sécurité est une chose très, très, très importante dans le monde pour n'importe quel être humain, quel que soit son domaine ou quel que soit son domicile. Oui. Et bien sûr, je crois dire, et je tiens à dire quelque chose de très important, c'est que les responsables, les gens, les Égyptiens, bien sûr, vraiment, ils donnent une aide très très forte aux forces sécuritaires. Ouais. C'est grâce à l'aide des citoyens égyptiens que la police est en train de terminer son travail. Oui, vous avez une chose concernant la police et la liberté d'expression. Oui. Ma réponse, c'est une question. Quel genre de liberté d'expression? Est-ce que c'est une liberté d'expression qui cause la chute de l'État égyptien ou non? Malheureusement, je n'ai plus de temps. Oui, mais c'est la réponse. C'est pourquoi je peux vous remercier infiniment. Mes 2 chers invités. Merci beaucoup pour votre présence. Et c'était tous, chers téléspectateurs. Bon suite de notre programme sur International. Au revoir.